bonjour et merci d'être venu à l'Arcade de la Fondation Images et Société. Et pour commencer, moi j'aimerais avoir un mot sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à cette spécialisation, à cette passion? Alors c'est une passion qui s'est construite petit à petit, et notamment pendant mes études, parce que je n'ai jamais, enfant, souhaité être archéologue. Donc c'est vraiment quelque chose qui est venu un peu à la fois. Mais il faut savoir que mon enfance s'est déroulée dans un environnement collectif, de collectivité, et je pense que les liens sociaux ont été très importants dans mon enfance. Et en fait, quand j'ai souhaité choisir une orientation d'études, simplement, ce qui m'intéressait, c'était quand même tout ce qui tournait autour des relations homme-environnement. Et j'ai commencé par des études de biologie que j'ai poursuivies pour après, dans un deuxième temps, faire une orientation en archéologie préhistorique. Et puis c'est là où vraiment j'ai découvert le métier d'archéologue et le travail collectif de l'archéologue qui me plaît beaucoup. On ne peut pas travailler seul en archéologie, donc ce côté-là collectif du métier et travailler à l'extérieur, vraiment là j'étais conquise. Est-ce qu'il y a actuellement des fouilles qui vous enthousiasment particulièrement, qui vous interpellent? Il y a les fouilles faites par mes collègues et puis il y a les fouilles que moi j'ai dirigées. Et là, je viens de terminer 10 ans de fouilles avec les étudiants dans une grotte qui se situe dans le nord de l'Italie, dans le Val Sesia, dans un massif calcaire un peu comparable au Salève, ici, où il y a une grotte et j'ai fouillé un niveau de l'âge du bronze moyen, vers 1600 avant Jésus-Christ. Et en fait, c'est une sépulture d'une femme qui a été mise là, choisie, où vraisemblablement il y a eu des festins, où vraisemblablement il y a eu des réunions de personnes. Et voilà. Et ça, 10 ans de fouilles avec les étudiants, ils doivent apprendre à fouiller, s'ils veulent être archéologues, forcément. Cette collaboration au quotidien, collective, et l'apprentissage des étudiants et ce site extraordinaire, voilà, ça m'a bien plu. Oui, j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette période du Paléolithique, parce que pour nous c'est un peu abstrait. Okay. Alors le Paléolithique, c'est un nom qui désigne une période qui représente presque toute l'humanité, presque, bien sûr, de l'origine de l'homme au passage à l'agriculture et à l'élevage. Donc pendant quelques millions d'années, l'homme et les femmes, bien sûr, hein, quand je dis l'homme, c'est générique, l'homme préhistorique, vivent de chasse, de cueillette, de pêche, de ressources sauvages. Et donc c'est un système de prédation, si on veut. Et puis, vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, on a un passage pour la première fois, vers une économie de production avec l'agriculture et l'élevage. Donc ce paléolithique, vous voyez, c'est 3 millions, presque 3 millions d'années, donc c'est très long. Que peut-on dire du climat au Paléolithique? Alors le climat, il a énormément varié. Il y a eu, par exemple, chez nous, plusieurs glaciations. Alors forcément, l'occupation du territoire va énormément changer pendant ces périodes. Quand il y a une glaciation aussi, la dernière glaciation, par exemple, elle a effacé toutes les occupations qui étaient avant la glaciation, et donc on a des pertes d'informations. Et sur le plateau suisse, avec la dernière glaciation, où le pic était vers 21 000 avant Jésus-Christ, on n'a pas d'informations. Par exemple, de l'occupation de Néandertal, avant la glaciation, on ne connaît rien sur le plateau suisse, à l'exception de certains endroits où il n'y avait pas de glacier, donc un peu plus vers le nord de la Suisse, et dans certaines grottes protégées où il n'y a pas eu d'érosion. C'est quand même une énorme période. Alors ce paléolithique, c'est une période très longue qu'on subdivise en paléolithique très ancien, moyen, paléolithique supérieur, puis encore dans le paléolithique supérieur, on va le subdiviser. C'est pas forcément corrélé, mais quand même, il y a une évolution des types humains. Le paléolithique supérieur, c'est le développement de l'homme moderne, en tout cas en Europe, la présence de l'homme moderne. Puis le paléolithique moyen, c'est l'homme de Néandertal.
Voilà, donc vous voyez, il y a des changements techniques, économiques, et puis de type humain également pendant cette très longue période. Oui. Donc le Paléolithique supérieur, il faut voir quand même qu'il s'agit de communautés d'une cinquantaine, soixantaine de personnes qui vivent ensemble, qui se déplacent au gré des ressources, mais qui ne se déplacent pas forcément de manière aléatoire, mais au contraire sur un territoire connu, en fonction des ressources naturelles, en fonction des saisons qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent très bien. Donc il y a vraiment une relation étroite entre les femmes et les hommes et puis l'environnement. Et puis en ce qui concerne les plantes, c'est plus délicat parce qu'on en retrouve moins, parce qu'elles sont moins bien conservées. Mais bien sûr, il faut imaginer, il n'y a aucune raison d'imaginer qu'ils ne ramassaient pas des baies sauvages ou des fruits pour se nourrir également. Et est-ce qu'actuellement, on pense que la chasse était vraiment quelque chose qui était fait par les hommes, ou est-ce que c'est quelque chose qui était plutôt collectif? Alors l'un n'empêche pas l'autre. Alors, au Paléolithique supérieur, on a, et c'est sur cette période-là qu'on va se focaliser, puisque c'est cette période-là où l'art est le plus présent, on a la chasse aux grands animaux, aux grands mammifères, le renne, le cheval, le mammouth. Et là, il s'agit d'une chasse collective. Donc plusieurs personnes qui vont à la chasse ensemble pour aller tuer des grands mammifères. Ça, c'est un comportement qui est relativement bien connu aujourd'hui des archéologues. Alors qu'il y ait des femmes, dans les faits archéologiques, on ne le sait pas. Il y a des collègues qui ont étudié certaines données archéologiques et bioanthropologiques et qui suggèrent que des femmes aussi aient pu chasser. Ça ne signifie pas que systématiquement elles ont chassé. Voilà. Donc là, c'est quelque chose, c'est plus difficile à établir. Alors les peintures qui nous fascinent dans la préhistoire, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire au niveau fabrication, typologie de représentation? Alors déjà, il y a le lieu où il y a ces peintures. C'est quand même particulier et ça, je pense que c'est vraiment un élément important dans l'interprétation qu'on peut en faire. C'est-à-dire que ces peintures, elles sont dans les grottes, mais elles ne sont pas forcément à 3 mètres de l'entrée. Elles peuvent être très loin dans la grotte. Il faut marcher quelquefois plusieurs centaines de mètres dans la grotte où on découvre des peintures aujourd'hui. Bien sûr, pas d'électricité, il faut avoir des torches, il faut avoir des lampes. Ce ne sont pas des habitats. On ne vit pas à 1 kilomètre au fond d'une grotte. On n'a pas retrouvé les vestiges typiques de l'habitat au fond des grottes. Donc c'est un lieu où on vient, peut-être qu'on y revient, pour des cérémonies particulières qui vont certainement ponctuer la vie de ces groupes humains. Ce sont des lieux vraisemblablement où on va échanger des valeurs, échanger des idées, créer des liens qui vont perdurer au-delà du moment même où on fait les peintures. Et au moment où on fait les peintures, ces moments ou même pour y revenir dans ces endroits peints, très certainement il y a des cérémonies avec des chants, avec des danses, avec des textes, avec des valeurs partagées. Et ça, bien sûr, on n'a pas. Voilà. Ça, c'est notre grande frustration d'archéologue. Mais en même temps, les peintures, elles vont dire beaucoup de choses. Elles vont d'abord être principalement des animaux. On a quelques représentations humaines, peu, à part les mains qu'on connaît bien, en positif ou en négatif. Là, je pense que là, c'est quelque chose qui est bien connu. Et puis ces animaux, on va avoir des frises, on va avoir des organisations de murs, de parois, de peintures. On va avoir des animaux répétés plusieurs fois, comme s'il y avait un troupeau, comme s'il y avait une perspective. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de particulier, de singulier, même si on a plusieurs grottes ornées que l'on a retrouvées. Vous avez parlé des grottes comme lieu de cérémonie, sans doute. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi quelque chose sur les instruments de musique qu'on a retrouvés? Alors, les instruments de musique, alors déjà la grotte, elle a une vie en soi en tant qu'instrument de musique. Il y a des endroits où
ben, l'écho va mieux circuler que d'autres, il va y avoir des résonances particulières, et rien que la voix, à certains endroits, va servir, bon, la voix déjà c'est un instrument de musique, mais elle va avoir des conséquences différentes selon où on se positionne dans la grotte. Donc ça aussi c'est quelque chose d'important. Et comme instrument de musique, ce que l'on connaît, c'est la flûte. La flûte, on a retrouvé des exemplaires façonnés, fabriqués dans des os longs. Alors, quels sont les enseignements qu'on a pu tirer de la découverte de la grotte Chauvet? La grotte Chauvet, mais alors c'est un sujet immense en soi. Tout d'abord parce que la découverte, elle est récente. Et donc, comme on avait connaissance des découvertes anciennes du siècle passé et toutes les dérives qu'il y a eu avec les visites trop nombreuses qui ont abîmé les peintures, ben en fait, quand on a découvert la grotte Chauvet, très vite, les scientifiques et les personnes qui décident au ministère, notamment en France, ont décidé de fermer la grotte. Et donc de préserver comme un laboratoire d'études cette grotte. Mais alors, la stupéfaction avec la grotte Chauvet. D'abord, des dates beaucoup plus vieilles que ce qu'on connaissait. Donc au début, on s'est dit, mais on a un problème de datation. On a un problème de datation parce qu'on était dans des dates de 12 000, 15 000, 17 000, mais jamais au-delà de 30 000 comme on a aujourd'hui à la grotte Chauvet. Donc c'était aussi une découverte majeure pour les scientifiques et l'archéologue que je suis aussi. Et donc ça, déjà, c'est de savoir qu'on a des peintures en grotte beaucoup plus anciennes que ce qu'on pensait, c'est incroyable. Puis après, ben, on a ces peintures, ces animaux, plus de 400 représentations d'animaux dans cette grotte, des salles, un crâne d'ours, des traces de pain. Vraiment, ça foisonne de données. Et aussi, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a des animaux qui sont peints dans cette grotte que l'on ne retrouvait pas, qu'on n'a jamais retrouvé dans d'autres grottes. Comme par exemple le hibou. Vous voyez ce petit hibou qui a en fait la tête retournée, où on voit ses ailes et puis en même temps son visage, ce qui est typique d'ailleurs du hibou. Et donc ça, vraiment, c'est unique. Il y a une grotte Chauvet originale, il y a une copie, et puis il y a toutes les représentations photographiques. Ouais. Comment est-ce qu'on peut s'orienter par rapport à toute cette réalité foisonnante dont vous parlez, quand c'est une fois l'original, une fois une copie, une fois une photo? Déjà, si on va voir l'original, on n'est pas au moment de la préhistoire. Donc déjà là, il faut quand même intégrer qu'il y a un décalage énorme entre la personne que je suis qui va voir une vraie grotte ornée et le moment où elle a été peinte et utilisée et faite pour des raisons qui étaient propres aux personnes qui vivaient à cette période-là. Après, il y a la copie. Alors, en ce qui concerne la grotte Chauvet, moi, j'ai trouvé la copie particulièrement très bien faite. Je l'ai vue plusieurs fois. Et quand on visite cette copie, en fait, on est quand même un peu confiné. La configuration initiale de la grotte est gardée. On ne se sent pas perdu. La température est abaissée, la lumière est abaissée. Bien sûr, on n'a pas de torche avec des flammes. C'est des lumières électriques, mais très bien orientées. C'est sûr que c'est une copie, mais il faut se laisser prendre quand on y va. Et c'est une belle découverte. Alors, vous nous avez apporté ces reproductions. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous tient à cœur avec ces reproductions? Alors, ce sont des reproductions de petites statuettes de femmes du Paléolithique supérieur. L'une qui a été... Alors, bien sûr, il s'agit de copies, je le précise, je ne les tiendrai pas dans la main comme ça. Celle-ci, qu'on dit la Dame de l'Espugue, a été retrouvée dans le sud-ouest de la France. Elle est en ivoire de mammouth, bien sûr l'original. Et puis celle-ci, c'est la Dame de Willendorf, qui a été retrouvée en Autriche et qui est en calcaire. Alors voilà, ce sont des représentations de femmes avec des hanches et peut-être les seins parfois amplifiés.
Et ici, on voit qu'il y a une coiffe sur la tête de celle de Willendorf. Donc c'est pour ça que je trouve que c'était intéressant de pouvoir apporter ces petites statuettes qui sont tout à fait présentes. C'est une autre expression artistique pendant le Paléolithique supérieur. Ce que je trouve magnifique aussi, c'est que c'est une belle occasion de réfléchir aussi, en effet, à la grandeur des choses. Qu'est-ce qu'on pouvait en faire, comment elles ont été utilisées, comment elles ont Alors été- ça, on ne sait pas. On ne le sait pas du tout. Non, Mais ça tient dans une non, main. c'est ça. On a eu une vague où on les a appelés des Vénus. Peut-être que le terme aujourd'hui est un peu désuet. Je préfère parler de statuettes de femmes. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes? Vraiment, la chose que je recommande, c'est de se soucier de la source du document que l'on consulte. On peut lire tout et n'importe quoi sur le net. Il y a des choses, tellement de choses intéressantes, bien faites, bien construites, qui émanent de la science. Puis après, il y a des choses qui émanent du rêve et de la légende. Alors, il faut bien faire la distinction où on se situe.